Rebonjour à tous et toutes. Alors, nous sommes en compagnie maintenant d'Éric Andrieux. Bonjour. Alors, je vais te faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense que la plupart des gens dans le chat te connaissent. Alors, tu es un tout récent ancien député européen. Tu as eu pendant 13 ans un mandat européen, mais avant ça, tu as été élu local en Occitanie, où tu as été maire, je crois, tu as aussi été conseiller départemental, conseiller général, régional. c'est à l'époque. Oui, général. De notre temps. Oui, c'était avant qu'il change, effectivement. Et donc, tu es connu quand même pour avoir milité sur les questions de l'agriculture, notamment de la PAC au niveau de l'Europe, et aussi sur le glyphosate, si je ne me trompe pas. Et ce qui nous a, enfin, quand j'ai regardé un peu ta bio, je trouvais ce qui était intéressant aussi par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'est le socialisme aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que ça fait depuis 37 ans que tu es parti socialiste. Donc je pense que tu as une vision un peu plus large que nous, qui sommes finalement assez récents au parti, sur ce qu'est le socialisme. Et j'imagine que le fait de rester aussi longtemps dans le parti, ça prouve que tu as un attachement envers l'idéologie qu'elle porte, que nous portons. Donc voilà, si tu peux te dire un peu quelle est ta vision du socialisme et pourquoi tu t'es engagé au Parti socialiste, plus globalement. Parce que c'est une question de valeur. Hein. Moi, je crois beaucoup à la question je crois beaucoup à la question des égalités. Je crois beaucoup le combat sur les injustices. Il faut-il que regarder. Pardon. La caméra, elle est là. D'accord, voilà. Oui, le combat sur les injustices a été permanent tout au long de ma vie, qu'elles soient sociales, humaines, territoriales. C'est un élément de mon engagement. Et puis voilà, tout ce qui touche fidèlement nos valeurs propres, justice, égalité, les équités, voilà, qui fait qu'on ne s'engage pas pour rien, si tu veux. Donc, et comme je suis issu d'un milieu rural, de montagne, c'est-à-dire où il n'y avait plus rien, donc, et que dès le départ de mon engagement, au-delà de l'adhésion, c'était vraiment pour mener un combat, donc pour réhabiliter un petit peu ces questions-là à la fois, donc, parce que derrière l'enjeu territorial, on retrouve toutes les composantes, qui structurent notre pensée en tant que socialiste. Qu'effectivement, tout ce qui a été porté par nos grandes figures historiques, que ce soit Jaurès, Blum, voilà, outre le fait que ce soit de Narbonne, donc, et que Blum pour nous est soit un marqueur donc, particulier, mais c'est vrai que ça a participé de mon engagement. Et cet engagement-là, sur ces valeurs, parce que je pense qu'on s'engage sur des valeurs, en tous les cas c'est mon cas, et c'est pour cette raison que je n'ai jamais quitté le Parti Socialiste, parce que je n'en ai jamais ressenti le besoin, voilà, malgré les mouvements difficiles ou les moments difficiles que nous avons pu traverser. Je pense que lorsqu'on s'engage sur les valeurs, on ne peut pas se désengager. Voilà, ça c'est mon sentiment. Et ça veut dire que je considère que les anciens camarades qui ont lâché pour un certain nombre, je pense que ce travail-là sur le sens et les valeurs n'avait pas été suffisamment fait. Et que je crois que si on sait, là aussi c'est une lourde responsabilité. Moi j'ai été aussi, au-delà de mes responsabilités électives, j'ai été premier fédéral dans un département, au bureau national, etc. Et je pense que c'est un travail qu'on n'a pas su anticiper aussi. Donc, c'est-à-dire, on a cru que c'était un acquis et finalement, on n'a pas fait ce travail suffisamment fort. Et là, je m'interroge beaucoup sur mon passage de 10 ans à la fédération, dans le département de l'Aude, où je pense qu'on n'a pas su analyser le fait que la déchéance pouvait venir, voilà. Ouais. Et en fait, c'était un prérequis et du coup, on était socialiste presque par atavisme dans ce département qui était le mien. Et du coup, quand ça s'arrête d'un coup, c'est très difficile pour reprendre. Donc, voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Et je pense que le boulot qui se fait actuellement, que vous faites, grâce à vous, les jeunes, mais pas que, donc, c'est un sujet qui est majeur, de ne jamais rien lâcher sur le fond. Et la reconquête du sens et des valeurs participe de l'engagement politique. Un parti politique, c'est pas un club de macramé, je dis souvent ça, donc c'est un espace où on produit de la pensée, on met des idées, et on n'est pas comment dire, le shérif de ces idées. Par contre, on les met en commun et on fait société, c'est ça l'enjeu. Et ce qui est fort dans un parti, c'est mon sentiment, c'est ce que j'ai vécu. Après, quand on peut cette pensée-là la mettre en œuvre
à travers des mandats électifs. J'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai été, tu l'as dit, maire, président de l'intercommunalité, vice-président d'un département, d'une région. J'ai présidé un grand réseau national de développement local. Et puis jusqu'au Parlement européen, et quand tu peux à chaque échelle défendre ses valeurs, même si elles sont minoritaires, mais continuer les combats sans rien lâcher sur le sens, donc, et la beauté, je considère la beauté de notre engagement, ben, ça participe du faire société. Et je crois que c'est la beauté de ce que nous portons. Et aujourd'hui, je le dis très clairement, je pense que dans le moment de crise que l'on vit à l'échelle locale comme à l'échelle globale, je pense que, et ce qu'on vient de vivre avec d'ailleurs l'impact climatique, la pandémie et la guerre là dernièrement, qui montrent ô combien l'échec du modèle néolibéral, je considère que les seuls aujourd'hui encore qui peuvent amener des éléments de réponse à la crise sociétale que nous vivons, ce sont les socialistes et avec eux les valeurs qu'ils portent, quoi. La question, c'est comment on les écrit, comment on les formalise, comment on les ajuste au monde contemporain dans lequel nous sommes, mais le fond reste le même, le socle reste le même, quoi. Voilà. Ok. Merci. Puis on va passer à notre deuxième séquence, qui est socialiste ou pas socialiste. Donc tu vas avoir des citations et tu vas devoir déterminer si elles sont socialistes ou pas socialistes. Donc on va commencer avec la première. Où est-ce qu'elles sont ? Donc, elles sont là-bas, c'est marqué là-bas, ouais. Donc, alors, comment ne pas rêver à une société idéale où des hommes égaux et justes, dans une société ordonnée par leurs soins, se répartiraient les fruits de leur travail, toute forme de profit écartée, quand il n'y a autour de soi qu'exploitation de l'homme par l'homme. Ah, c'est pas loin des valeurs socialistes, je dirais presque... Oui, il faudrait que je vois les trois d'un coup, parce qu'il y en a trois, on m'avait dit. Oui, il y en a trois. Voilà, donc je vais m'entrecrocher, comme on dit. Donc, et après, tu as la réponse directement après, donc c'est... Bon, alors, tu dises maintenant. Oui, je dirais... Ce qui me... socialiste, allez. Ben oui. Effectivement, c'était François Mitterrand. Donc ça t'inspire quoi, cette citation ? Mais il y a tout, c'est pour ça que je voulais pas hésiter, parce que voilà, mais je savais pas où était le piège, c'est pour ça que... Ah ouais, non... voilà. C'est ça, parce que vous ne nous mettez pas dans des conditions de sérénité. D'abord, comment ne pas rêver, donc ça c'était essentiel, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Donc, il y a tout, le rêve, la société idéale, donc l'égalité entre les hommes et la justice. Donc, si tu veux la cité ordonnée, c'est-à-dire que, moi je pense que le politique, effectivement, si on devait en donner une définition simple, c'est d'organiser le vivre ensemble par la règle et le droit. Et voilà, c'est un sujet d'ailleurs majeur, parce qu'aujourd'hui, on a, je viens de le dire, un atelier, on a un décalage sur lequel il faut que nous menions le combat, c'est qu'on a mondialisé l'économie. Donc on a gardé le politique à l'échelle des États-nations, donc il y a un delta entre... Et on a donné les clés du monde, donc, où tout s'est concentré à la finance, finalement, si je dois faire un résumé, et que le droit, tout ce qui est de la régulation, est resté au niveau national. Et que du coup, c'est un combat inégalitaire, j'aime bien dire. Et que le travail, soit on va vers un gouvernement du monde, soit, donc c'est pour ça que je crois beaucoup à l'Union européenne, parce que je pense que c'est à ces échelles-là qu'on peut participer de rééquilibre, donc à l'échelle intercontinentale, parce que c'est des rapports de force qui se créent. Et si on veut aujourd'hui recréer un équilibre sur les valeurs et sur le sens, mais ça se passera à l'échelle communautaire ou pas, parce que les interlocuteurs de la Chine, de l'Inde, du Brésil, des États-Unis ou de la Russie, ça ne sera pas la France. Ça n'est pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Donc cette question-là d'ordre, si tu veux, de cité ordonnée, pour moi ça participe de cette notion-là, donc finalement de l'organisation du vivre ensemble, quoi. Et que la règle et le droit, ce ne sont pas des valeurs de droite, contrairement à ce que certains prétendent, ça participe de notre corpus idéologique, sur lesquels Mitterrand l'a dit excellemment. Voilà, donc, les droits donnent des droits, le droit de faire des choses. Exactement. On va passer à la deuxième... L'État a beaucoup donné aux banlieues, il est temps que notre ruralité profite de la même générosité. Pardon. D'abord, l'État a donné beaucoup aux banlieues, ça c'est très discutable, donc je dirais non, voilà, pour être très précis, mais peut-être c'est quelqu'un de chez nous qui a dit ça, mais... C'est Marine Le Pen. Ça va, tu vois. Ça va pas être pire. Non, mais... No comment, mais d'abord, l'État n'a pas beaucoup donné aux banlieues, donc voilà, donc... Mais voilà, je pense pas qu'il y ait quand même une certaine forme de similitude entre les banlieues et la ruralité qui vivent un peu dans le même niveau de... Pas de désespoir, mais... Ah oui, mais tu vois, ils se sentent un peu à côté de la société. Voilà, c'est ça que je te... Ils se sentent délaissés par la société. Oui, voilà, c'est ça, délaissés. Délaissés par le... On a abandonné le combat, mais ça c'est le politique.
c'est-à-dire la droite. Et nous, quand nous avons été en responsabilité, on n'a pas été en capacité de réhabiliter le commun. Et c'est vrai, on a quand même tout le champ de la privatisation dans les premières années Mitterrand, c'est pas rien ce qui s'est pas produit. Et je crois d'ailleurs un jour il faudra bien qu'on en fasse une analyse réelle, voilà, de cette inflexion finalement qui s'est mise en œuvre dans ces années-là. Mais on a abandonné le commun. La droite a accéléré le process et nous n'avons pas réhabilité le commun. Et aujourd'hui, je pense que moi je suis issu de milieu rural, de montagne, je le redis, je pense que les gens votent d'extrême droite, parce qu'on n'a pas fait le travail suffisamment fort comme je viens de l'évoquer, mais également parce que tous ceux qui ont des services publics, tous ceux qui ont des communs finalement pour faire large, que ce soit l'école, la santé, les services de tout ordre, ont disparu. Donc il y a un système de protection qui n'existe plus. Et donc c'est pas rassurant, quoi. Et ce qu'on vit dans les quartiers urbains, c'est pareil. C'est d'autres phénomènes, mais c'est ça participe du même ressort. Et donc l'abandon, je reviens sur le vivre ensemble, je le redis, pour moi le politique, il doit organiser le vivre ensemble par la règle et le droit. Et cette notion de justice, d'équité, de solidarité, d'égalité, de redistribution, voilà, c'est ça le faire politique. Et effectivement, je pense que je ne peux pas mettre les banlieues, parce que c'est d'autres phénomènes, c'est les concentrations des populations, même la concentration. Le fait que l'on est dans les années 80, je dis souvent ça, libéraliser le monde, et on a contribué à ça, nous les socialistes. On avait beaucoup de pouvoir à ce moment-là. On avait la présidence, on avait la FMI, on avait la BCE, etc. Et je pense qu'on a participé de ce mouvement-là. Et c'est pas rien. Mais ça veut dire qu'on a participé donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand aujourd'hui on fait un arrêt sur image? Ces approches-là ont permis de tout concentrer. On a concentré toutes les économies, la production, on a concentré la distribution, on a concentré la transformation, on a donné le pouvoir et on a généré des multinationales. C'est-à-dire que dès lors que le marché a été mondial, ça veut dire qu'on regroupe. Et aujourd'hui, il y a quelques multinationales, moi je le vois dans mes secteurs, mais pas que dans mes secteurs, qui maîtrisent l'économie monde. C'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour les stocks alimentaires, c'est vrai pour les engrais, c'est vrai que... Et donc c'est un sujet sur lequel, effectivement, on ne peut pas ne pas réfléchir. Oui, et puis essayer de contourner, justement de faire ce que tu d'utiliser ce que tu disais tout à l'heure, que dans chaque État, il y a des droits différents pour pouvoir aller là où ça les avantage. Mais aujourd'hui, lorsque l'on voit, je vais parler de mon secteur, quand tu crées une molécule, tu mets une molécule sur le marché est mondial. Donc ça veut dire que c'est des milliards d'euros qui sont en question. Avec une multinationale qui crée une molécule, que ce soit dans l'ordre de l'agriculture ou de la santé humaine, ils sont prêts à tuer père et mère. Parce que, en fait, le système qu'on a généré, et je dis souvent ça, sur lequel il faut que nous travaillons, c'est qu'en fait, le monde est organisé autour d'un seul indicateur, qui est le produit intérieur brut. Et on a érigé comme seul totem de la réussite l'argent. Voilà, notre combat, il est là aujourd'hui. C'est comment, peut-être je le redirai tout à l'heure, mais comment on revient là-dessus et comment on considère que la vie mérite mieux. Donc ça veut dire comment, c'est une valeur très écologiste finalement. On replace l'être dans son milieu avec toute son acception systémique finalement. Donc c'est ça dont il est question. Et ça, c'est des sujets éminemment, je trouve, forts sur lesquels nous devons conduire les réflexions. Je pense qu'on passe à la troisième citation. Alors, je n'ai jamais voulu regarder la ruralité comme un espace qu'il faudrait mettre sous cloche, comme une nostalgie en se disant que c'était le bon temps. Non, j'ai toujours pensé que le meilleur service qu'on pouvait rendre à nos campagnes, c'était de développer, c'était de leur apporter de l'activité. C'est socialiste ou pas socialiste, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Tu penses que c'est un socialiste ou c'est pas un socialiste qui a dit ça? Je pense que le concept socialiste, si ça pourrait l'être, je dirais non, mais ça peut l'être. C'est pas... Pourquoi tu dirais que ça ne l'est pas? Mais parce que je crois beaucoup au développement endogène. On peut leur apporter de l'activité, ça veut dire on fait du développement exogène. Or, moi je pense effectivement que tant qu'on n'aura pas réglé le problème que je viens d'évoquer, d'avoir érigé l'argent comme seul totem de la réussite, si l'argent, c'est le seul totem de la réussite, on va aller en ville gagner de l'argent. Vous, les jeunes, par exemple, vous allez travailler dans l'urbain. Et donc, tant qu'on n'aura pas inversé la pyramide et qu'on n'aura pas mis d'autres indicateurs sur la question de la réussite, donc le bien-être, etc., on ne pourra pas reconquérir les campagnes. Ce n'est pas la manière de l'activité par externalité que l'on va redévelopper dans le milieu rural.
Donc moi je vois, j'ai fait ça pendant 30 ans, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et c'est un échec, à l'évidence. On peut inventer toutes les procédures que l'on veut, ce n'est pas qu'une question de procédure. Et c'est là parce que tu vas mettre des zones d'activité ou autres que tu vas revitaliser. Tu vas la faire à minima. Oui, voilà, reste vide. Mais parce que ça veut dire qu'il faut régler le problème des écoles, le problème de la santé, le problème... Donc, ça peut participer du développement. C'est pour ça que j'hésitais dans la réponse. Ça pourrait être socialiste, ça peut l'être, certainement. Mais ce n'est pas en apportant l'activité qu'on va régler le problème de fond de la revitalisation rurale. Je propose de voir à qui ça correspond. C'est François Hollande. Donc finalement, t'étais pas si loin, ça pourrait être socialiste, mais voilà. Oui. Ça... Non, mais c'est une question avec lesquelles on est en désaccord avec Hollande. Quand il fait la loi avec Valls, si tu veux, donc sur la nouvelle loi territoriale, etc., quand il redécoupe les régions, etc., à l'époque, t'étais contre de quoi à l'époque? J'étais contre, bien sûr, oui. Oui, j'étais contre parce que c'était pas ça le problème. Le problème, si tu veux, je crois, c'est la capacité de donner aux acteurs locaux les moyens de penser leur projet de développement. Et donc, il aurait mieux valu qu'ils modifient la règle comptable, dire que l'ingénierie territoriale passe de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Là, c'est un peu technique, peut-être comme un propos, et que non pas d'inventer des redécoupages, etc. C'est pas l'outil qui crée l'organe, quoi, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas la procédure, c'est le processus, quoi. Et là, il y a eu des confusions de genre. Et je suis pas étonné, j'aime bien François, c'est pas le problème, mais sur ces aspects-là, l'action de projet de territoire, c'est pas des questions simples. Donc, parce que soit on met la structure et les procédures, influent le développement, soit c'est le processus. Or moi, j'appartiens à l'école de ceux qui pensent que c'est le processus qui va générer du développement, parce que le processus, il est porté par les femmes et les hommes d'un territoire. Donc donnons des moyens aux femmes et aux hommes du territoire, en ingénierie, de se mettre ensemble et partager leurs intelligences pour produire du développement, donc ce qu'on appelle de l'endogène, on s'appuie sur les ressources locales et on produit du développement, plutôt que de vouloir perfuser le territoire, parce que ça tient pas longtemps. Et à l'évidence, aujourd'hui on le voit bien, le territoire rural est en difficulté, mais ça va être très compliqué, parce qu'il y a trop d'années, j'ai parlé tout à l'heure d'abandon, mais sur la question par exemple de l'éducation populaire, qui me tient à cœur, là aussi, la droite l'a tué, et nous on ne l'a pas réhabilité. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre la famille et l'école? Voilà, il y a la casse, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'est des sujets aussi sur lesquels je pense qu'en tant que socialiste, nous devons vraiment recranter un petit peu donc, tous ces aspects-là. Je peux passer à la diapositive suivante. Alors, comme on est un petit peu en avance, en retard plutôt, on est un peu trop bavard. Est-ce que tu pourrais nous résumer peut-être en 3 mots, si tu avais 3 mots à retenir, pour toi ce que pourrait être la ruralité demain, comment est-ce qu'on pourrait mieux l'intégrer Alors je mets un préalable, c'est qu'il faut effectivement faire un travail sur les indicateurs de réussite. Qu'est-ce que c'est que les indicateurs de réussite demain? Ça, les socialistes, nous avons un devoir de réflexion là-dessus. Voilà, ça c'est la base, je pense, c'est là-dessus, parce que si on ne fait pas ça, je pense que le reste ne tiendra pas. Si on règle le problème dans les indicateurs, et qu'on sort du seul indicateur, je le redis, matriciel dans notre pensée, dans notre comportement, qui est le produit intérieur brut, là on peut commencer à travailler. Donc ça veut dire que des notions comme le paysage, des notions comme l'économie de proximité, les questions de le vivre ensemble, donc au niveau local, peut prendre sens, quoi. Mais sans ça, ça ne se marchera pas. Donc, les clés et la ruralité pour demain, c'est un espace vivant dans lequel on reconquiert. Mais je ne vais pas faire. C'est pas simple. C'est pas la ruralité demain. D'abord, il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités. Oui, voilà, donc ça c'est un premier point. Donc évidemment, parce que si on parle de périurbain, on est déjà dans la périurbanité rurale. Donc voilà, c'est de la ruralité. Donc tout dépend. Moi, je ne crois pas à la concentration. C'est un grand débat que j'avais à l'époque avec Pierre Mauroy, donc voilà, parce que lui, il rêvait des grandes agglos. Donc, moi, non. Je pense qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on en revient. On voit bien les limites de ces approches-là. Et je pense qu'il faut donner les moyens aux acteurs de territoire, je leur dis, de penser leur propre développement. Et que donc, la ruralité demain, elle sera d'autant plus vivante, avec des dynamiques nouvelles, dès lors qu'on mettra des moyens en ingénierie territoriale pour que tout un chacun, élu et non élu d'ailleurs, participe à l'élaboration de leur projet de vie. Et le projet de vie en Bretagne, il n'est pas forcément le même que le projet de vie en Occitanie. Pour des raisons de topographie, de climat, de proximité de la mer, de la montagne, etc. Donc moi je crois que la ruralité demain, elle doit s'appuyer sur les ressources propres, ce que j'appelle le développement endogène, pour que tout un chacun participe en croisant les intelligences de l'élaboration de projets communs. Voilà.
Ouais, donc tu penses pas qu'on doit repeupler les campagnes, mais sur les campagnes elles-mêmes qui doivent se... Repeupler les campagnes, c'est un mythe. Ouais. Ah oui, aujourd'hui, je dis ça après 30 années, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai présidé un réseau national de développement local, et j'ai beaucoup travaillé sur nos projets de territoire, donc ça a été un de mes axes forts, et je pense qu'effectivement, il faut penser les choses différemment. Je dis ça après 30 années d'expérience. Je ne dis pas qu'on a tout tenté, mais on a fait beaucoup, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est là où l'État, je ne sais pas faire le vieux, tu vois, sur le retour, là, mais Michel Rocard, quand il était commissaire au plan, il avait pensé la planification, c'est les valeurs qui nous animent, ça. Là, c'était une mais voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, là, on peut, mais il y a plusieurs niveaux de réflexion. Moi, lorsque j'étais conseiller régional, j'ai fait, par exemple, j'ai participé à l'élaboration, j'en étais responsable du schéma régional d'aménagement du territoire. Je l'ai fait avec les citoyens. J'ai fait un tirage au sort de citoyens qui ont participé et qui ont contribué au projet territorial de la région, quoi. Et qui a été d'ailleurs un très beau document. Et est-ce que tu penses aussi dans ces zones-là, il y a un problème aussi lié à la mobilité? Parce qu'aujourd'hui, ils sont hyper dépendants des voitures. Et est-ce que toi, tu penses que par exemple le développement du vélo dans ces endroits-là, c'est quelque chose de possible, ou même du train? Je pense que en Occitanie d'où tu viens, il y a eu le train à 1 euro par exemple. Oui. Mais ça dépend, ça c'était en effet ça, mais fraîche. Tu vois, j'étais encore son vice-président. Mais ça dépend des ruralités dont on parle. C'est pour ça que une ruralité de plaine, c'est une ruralité, une péri-ruralité, enfin urbaine, c'est une autre ruralité, une ruralité de Piémont, c'est encore un autre aspect, et une ruralité de montagne, de haute montagne, c'est encore une autre. Donc voilà. Donc effectivement, si on parle de façon large, oui. Aujourd'hui, vivre en milieu rural, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis originaire d'un village de 200 habitants qui est à, on va dire, 50 km des premiers bourgs urbains de 50 000 habitants. Et quand tu regardes le prix du foncier, les déplacements pour aller à l'école, pour aller chez le médecin, pour aller à la pharmacie, pour aller faire tes courses, parce qu'il n'y a plus rien, mais à chaque étape, ça veut dire que c'est vraiment un sujet qui coûte, quoi. On va passer à la prochaine séquence, qui est la baguette magique. Oui. Alors si tu avais très rapidement une idée à mettre en place dans les campagnes ou ailleurs, hein, enfin, une idée qui te plaît vraiment, que tu veux absolument qu'on mette en place. Mais une idée, c'est-à-dire en tant que socialiste Ouais, si tu étais président de la République et que tu pouvais décider d'un truc, ou président de... Je changerais le plan comptable. Français, et je dirais que la partie de l'ingénierie territoriale, ça sort de la rubrique du fonctionnement, c'est pas la rubrique de l'investissement. C'est-à-dire l'investissement dans la matière grise doit être de l'investissement au même titre qu'une salle polyvalente ou qu'un stade ou autre. Donc c'est la croyance à la force de l'individu à penser son avenir. Ça fait plaisir au fonctionnaire territorial que je suis. C'est pas parce que pour les spectateurs, c'est en gros c'est les fonctionnaires territoriaux, c'est le cœur des territoires pour le développement. Oui. Donc on va passer à la dessinons le socialisme. Alors c'est la partie. Alors on a un message d'Aurore Laluc qui nous a dit, elle a fait un superbe arbre et elle nous a dit superbe. Elle a des progrès encore. Oui, elle a des progrès à faire, c'est sûr. Ce soit pas répété. Hein. Non, mais elle nous a dit du coup que tu as une place ici là pour toi, pour dessiner la PAC. Ta PAC idéale. Voilà. Non, je vais pas dessiner la PAC. Non, ou ton socialisme. Non, c'est mon socialisme idéal. Je vais le faire, mais ça va pas tout à fait coller. Ou ailleurs, hein, tu peux le faire là, t'as de la place là. Parce que en fait, je veux faire quelque chose comme ça. Tu vois. Là. Je vous le commente à mesure. J'ai quoi? J'ai 2 minutes pour faire ça? Non, 5 minutes. Ça, donc, t'inquiète pas. Ça serait. D'ailleurs, j'aurais pas dû commencer par ça. On oublie ça et je vais commencer par ça finalement. Et ça rejoint son arbre un petit peu. Ça, c'est un nuage. Je vais peut-être le marquer parce que les gens n'ont pas compris. Oh, ça en gris, t'as du gris là-bas, je pense. Hein. D'accord? Au sens de la pensée, si tu veux, et de l'idéal. Donc, il faut bien qu'on ait du rêve un petit peu, donc autrement ça ne marche pas. Donc, hein, voilà. Et ça, pour moi, alors ça va faire très jaurétien ce que je vais dire là, donc, hein, c'est la terre. C'est-à-dire, je vais marquer, voilà, comme ça sera plus clair. C'est ce qu'on peut appeler le réel, d'accord? Et puis entre les deux, je vous ai fait un truc comme ça, là, tu vois. Voilà, et là il est cassé, là. Voilà. Alors ça, c'est... Alors je vais essayer, je suis pas très fort en dessin, je suis désolé. Ça, c'est un cœur. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des interprétations. Oui, ça pourrait ressembler à autre chose. Alors, on n'a pas le monopole du cœur. Mais quand même, d'accord. Ouais. Il est brisé, hein, il n'est pas entier.
parce qu'il y a encore du cheminement à faire. Et au nom des solidarités et des valeurs que nous portons, je pense qu'effectivement, donc, pour moi, ça symbolise plus le socialisme que la ruralité, mais aussi la ruralité. Donc, c'est-à-dire qu'on est porteur de valeurs. Donc, et ça se situe entre le monde idéal auquel on aspire, donc, et cette réalité du quotidien qui nous ramène sur la terre, et qui nous ancre finalement dans le sol. Voilà, c'est un petit peu ce à quoi je pensais quand vous m'avez sollicité sur un dessin symbolique finalement. Bon, on peut l'appliquer à la Pâque, ça, il faut dire à voir, ça fait un plaisir, donc, mais c'est pareil, parce que la Pâque on peut l'arriver, donc, mais c'est toujours au service des citoyens. Ça devrait être, non pas au service des multinationales, comme c'est le cas aujourd'hui, mais au service des citoyens qui vivent sur les territoires. Ok, hyper intéressant. Voilà. Ok. Allez, donc on va passer à la prochaine séquence, qui est l'anecdote. Alors, est-ce que tu as un truc rigolo qui t'est arrivé, je sais pas, quand tu étais élu local ou même aux universités d'été? Oui, j'en ai plein évidemment. Oui, mais une qui t'a vraiment marqué. Au bout de 37 ans de mandat. D'ailleurs, c'est 37 ans de mandat. C'est plus, j'ai plus longtemps que ça au PS. Mais à 12 ans près, c'est ça. Ah oui, j'ai marqué 37, tu vois. C'est 37 ans de mandat. Ce qui fait déjà beaucoup. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il était temps que je passe la main et que des jeunes prennent la suite. Oui, et après faire la transition, ça c'est important. T'as raison, c'est important. Parce qu'en fait, quand on occupe un poste, mais l'autre ne l'occupe pas par définition. Ouais, il faut penser au. Et donc c'est bien de le lâcher, sincèrement. On succède, on n'en remplace pas. Exactement, on succède, on n'en remplace pas. Ouais. Et donc, anecdote, je veux dire, en fait, lorsque j'ai été élu conseiller général, ça s'appelait comme ça à l'époque, maintenant c'est conseiller départemental. Et donc très vite on a créé une intercommunalité, j'ai créé d'ailleurs le plus petit district rural de France, à l'époque c'était avant les communautés de communes, vous n'avez pas connu ça, et ça a été le premier district de développement. À l'époque ces intercommunalités ne s'appliquaient qu'aux grandes villes. Donc et moi j'ai pris ce statut-là, alors les préfets étaient fous parce que j'ai tout fait modifier, etc. Donc voilà, pour créer un outil de développement sur un territoire très très rural. Donc c'était le premier district de développement rural de France, je redis. Et donc évidemment, on a travaillé sur un vrai projet territorial. Et là, les anciens, moi j'ai été élu, j'avais 28 ans donc, au département. Et mes élus, les maires sur mon territoire, sur le territoire, ils avaient 75 ans de moyenne d'âge. Donc vous voyez, ça faisait un delta quand même. Voilà, donc les amener à travailler sur des visions un petit peu. Donc il fallait oser. Donc, oui. Et donc évidemment, on a fait bouillir en marmite, puisque le développement, c'est toujours vous savez, les territoires, c'est toujours du bas vers le haut. Donc c'est comme l'image de la marmite, le feu, ça bout toujours du bas vers le haut. Donc voilà, c'est assez classique. Et donc on faisait bouillir les idées. Et à chaque fois qu'on avait une idée sur le tri sélectif, sur une école adaptée au territoire, sur les mobilités, voilà, sur des points multiservices, etc., les anciens disaient, je vous le fais en occitan et puis je vous traduis tout de suite, ils disaient tout le temps « Acco marchera pas ». Ça veut dire ça ne marchera pas. Voilà. Okay, ben. Voilà. Et c'était systématique. En fait, à force de créativité, parce qu'on avait l'énergie de la jeunesse à ce moment-là, mais on a fait. Et tout ça a marché, quoi. Et ce territoire-là, qui s'appelle le territoire de Moutoumé, pour tout dire, donc c'est pas en Afrique, c'est dans le sud de la France, dans le département de l'Aude, on est venu finalement pôle de référence au niveau national, dans les universités, sur les méthodologies de travail, de développement, etc. Et ça veut dire qu'il faut, je dis ça parce qu'il faut laisser une véritable place à la créativité, à l'imagination. Et moi je crois beaucoup à la force des idées, et à la force des idées collectives. Donc voilà. Et quand on fait ça, ça tient. Donc moi, on a fait des programmes de développement sur le patrimoine, donc ça s'appelle le Pays Qatar. On a mis en place des services publics, des mobilités adaptées. Toutes ces initiatives-là, qui étaient vouées à l'échec, tiennent encore aujourd'hui, plus de 37 ans après. Donc, Et je me dis finalement, il faut oser. C'est ça que je veux dire. Donc, et je pense que c'est essentiel. Et l'anecdote, c'est ça, c'est que cette histoire de marchera pas, ça ne marchera pas. Il ne faut pas lâcher, quoi. Surtout vous, dans vos générations, quand vous avez des idées, il faut vraiment insister et tenir. Parce que ça participe de la réussite. Et c'est vrai que c'est toujours le problème du tutorat quand on prend de l'âge, c'est qu'on n'a pas, comme il n'y a pas le monopole du cœur, on n'a pas le monopole de l'intelligence, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de l'intelligence partagée. Et ça participe de la créativité et vraiment d'ancrer ce que nous portons comme valeur sur les territoires. Et je disais, une année pour terminer là-dessus,
on avait créé, c'était le premier site où on avait créé du tri sélectif à la source pour les déchets ménagers. Ça n'existait pas, c'était dans les années 80-85, c'était une révolution. Et on avait containerisé, on avait mis des containers. Bon, maintenant tout ça, ça paraît un peu désuet, mais des containers en plastique par évidence. Et les anciens me disaient, mais moi, avec ma. Alors je vous passe l'occitan, ça serait trop long, mais tout ça c'est en occitan. Mais moi, avec ma cheminée, quand je vais enlever mes braises, que je vais mettre mes braises dans ton container, ce container il va fondre, ça ne marchera pas, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher ton histoire de container. Bon, voilà, puis ça a marché. Ouais, puisque, donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut avancer, voilà. Et faire confiance à l'intelligence collective. Et on a juste une dernière séquence, c'est le conseil de lecture. Est-ce que tu as un livre à recommander à un jeune de 18 ans? C'était un seul livre qui doit lire en premier. Ce serait quoi pour toi? Oui, alors ça dépend pourquoi. Si c'est lire pour lire, on est toujours dans le même thème du socialisme du 21e siècle. Oui, voilà, plutôt, c'est toujours ça. Ouais. Mais moi, je pense qu'il regarde ce que j'ai évoqué tout à l'heure, du décalage entre l'économie qui s'est mondialisée et le politique qui est resté un peu, je ne dirais pas scotché, mais resté à l'échelle de l'État-nation. Je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut vraiment lire, c'est Piketty. Voilà. Pourtant, je ne suis pas un économiste, contrairement à Aurore. Et je pense que le capital du 21e siècle de Piketty, même si c'est un peu costaud, c'est un gros pavé. Mais il faut, parce qu'il pose vraiment les questions essentielles. Et moi, je pense qu'un de nos devoirs, en tant que socialiste, c'est de repenser la société, mais en rentrant par le dur. Or, le dur, c'est la finance et l'économie aujourd'hui. Okay. Même si c'est une science complexe. Donc, je pense qu'il ne faut pas. Il y a deux entrées fortes, je crois, après quelques années de travail, au-delà de ce qu'on a bien évoqué, c'est la philosophie et l'économie. Donc, voilà. Et donc là, c'est indissociablement lié, j'ai envie de dire. Il faut avancer sur ces deux jambes-là. Parce que les modèles, donc, nous avons à construire demain, il faut partir du constat que le modèle néolibéral, je le redis, auquel on a participé, est un échec aujourd'hui. Voilà, ça produit. Il n'y a pas que des échecs, il y a eu quelques réussites sur le plan dans le secteur, on n'a pas le temps de l'évoquer. Mais sur le fond, ça veut dire que le fait qu'on participe, que les gagnants du système et du modèle ne participent plus du commun, pour moi, c'est le principal des échecs. Donc ça, c'est un sujet, et que du coup, ça participe d'une réflexion à la fois de la pensée, de la philosophie de la vie auquel nous aspirons, mais à la fois du modèle économique qui participe de la redistribution des richesses, donc pour pouvoir avoir un monde qui réponde à nos valeurs, équilibré, juste donc et socialement acceptable. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. C'était très cool, et peut-être qu'on te reverra plus tard sur cette chaîne, et puis on te réinvitera. Avec plaisir. Voilà, merci. Merci à vous. On va faire une petite pause en attendant d'avoir notre prochain invité, Dylan Boutifla, qui va arriver d'ici quelques instants. Bon, vous en avez pensé quoi alors de cette petite interview d'Éric Andrieux? Franchement, je le connaissais pas. Je suis assez agréablement surpris. Et j'ai beaucoup aimé le côté un peu vieux roublard. Non mais heureusement qu'il est parti. non mais c'est vrai, tu vois, c'est un peu le côté un peu vétéran qui arrive un peu après la bataille, et qui arrive à reconnaître ses erreurs, qui arrive à analyser un petit peu. Alors ça c'était bien, ça c'était moins bien, mais on a fait ça aussi, c'était pas mal. Donc voilà, je pense qu'il est très intéressant. Et toi Cléo, j'ai trouvé très intéressant la partie justement pour la ruralité, quand c'était justement avec l'activité, toutes les choses comme ça, de dire qu'il fallait que ce soit endogène et pas exogène, avec que ce soit des personnes plus urbaines ou autres qui disent ah oui, on va apporter ces trucs-là qui fonctionnent bien en ville, on va les greffer sur un milieu plus rural, et si ça fonctionne en ville, ça va fonctionner pour tout le monde aussi. Et le fait de construire en fait une solution et de construire l'activité de la ruralité avec les acteurs justement dans la ruralité, et aussi avec les ressources qui sont déjà présentes, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même plus intéressant et qui ne fait pas descendant non plus en disant on va vous apporter ce dont vous avez besoin, etc. Et puis c'est ce qu'il disait aussi, de toute façon ça ne fonctionne pas non plus quand on fait comme ça. Ouais. Puis son dessin, j'ai bien aimé aussi son dessin. Je trouvais que c'était très imagé, mais qu'il y avait du sens quand même derrière. On sent qu'ils ont réfléchi, nos invités, à leur dessin. Ça les a un peu tourmentés. Il y en a deux fois, on pourrait se demander s'ils ont beaucoup réfléchi avant, mais bon, c'est pas très bien. Vraiment, mais j'ai beaucoup aimé aussi le côté construire par la base. Construire par les citoyens, par les gens que ça connaisse. Qui s'y connaissent, que ça concerne, etc., etc.
quand il avait passé sur quand il était, je crois, président de région et qu'il avait lancé une grosse consultation avec des citoyens tirés au sort. Il est passé assez rapidement là-dessus, mais je pense que c'était intéressant aussi de voir ce côté-là de participation citoyenne. C'est pas parce que les gens sont éclatés géographiquement qu'ils peuvent pas participer, qu'ils sont complètement inaptes à la vie démocratique dans l'absolu. Je propose qu'on fasse une petite pause, puis après on passe à notre prochain invité qui est Dylan Boutifla, secrétaire national du Parti Socialiste à l'international.